Et si, en cherchant la vie ailleurs, nous avions réveillé quelque chose qui, sans bruit, nous observait déjà depuis des millénaires? Un regard ancien, tapi dans l'ombre de l'espace, guettant patiemment le moment où nos yeux seraient enfin capables de le croiser. Les premières analyses révélèrent une structure spectrale d'une régularité presque algorithmique. Des bandes lumineuses alternantes, espacées selon la suite de Fibonacci, un motif naturel mais ici détourné, délibéré. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu que nous remarquions sa présence. Ce motif, niché dans la brume des spectres, était d'une perfection dérangeante. Trop net pour être le fruit du hasard, trop organisé pour n'être qu'un caprice de la nature. Imaginez, au cœur même du bruit de fond interstellaire, un schéma mathématique, comme si l'univers lui-même voulait nous parler. Dans les profondeurs glacées des données du télescope James Webb, une image s'est matérialisée. Pas une illusion, pas un artefact de la machine, mais bien un signal, une empreinte qui semblait traverser le temps et l'espace pour s'imposer à notre attention. Jamais la science n'avait rencontré un motif aussi précis, aussi régulier, au sein du chaos cosmique. Les astronomes, d'abord incrédules, se retrouvèrent confrontés à un dilemme. Annoncer au monde une découverte qui défiait toutes les lois connues ou risquer de passer à côté d'un message cosmique. L'histoire regorge de situations similaires. Souvenez-vous du signal WOW, capté en 1977, ou encore de la fameuse transmission de l'expérience SETI, où chaque anomalie provoque un débat sans fin entre sceptiques et rêveurs. Pas de panache de glace, pas de traces de poussière, pas la moindre signature de silicates ou de minéraux communs. Ce que les instruments détectaient, c'était une couronne symétrique de dioxyde de carbone, pure, isolée, en quantité telle que même les volcans de Io, la lune la plus active de Jupiter, paraissaient timides en comparaison. Sa trajectoire, calculée avec une précision digne de nos meilleures sondes, semblait anticiper les moindres perturbations gravitationnelles. Une trajectoire qui défiait les statistiques, alors que la plupart des objets interstellaires traversent notre système solaire à la manière d'invités imprévisibles, 3i Atlas suivait une orbite parfaitement ajustée, effleurant les points d'observation clés. Mais ce qui différenciait 3e Atlas, c'était la cohérence de l'ensemble. Son nom, attribué par le consortium d'observatoires, évoque à la fois la multiplicité de ses signaux et la charge mythologique d'Atlas, ce titan condamné à soutenir le ciel. Ni comète, ni astéroïde, ni fragment de planète errante, rien de ce que notre panthéon scientifique sait classifier. Sa taille même était un défi à la logique. 46 km de diamètre, soit l'équivalent de la distance entre Paris et Versailles, mais dans le vide interstellaire. Pour comparaison, Oumuamua, l'un des objets les plus mystérieux jamais observés, ne mesurait qu'entre 200 et 400 mètres de long. Atlas était plus de 100 fois plus massif. Les débats en laboratoire étaient houleux. Certains évoquaient la possibilité d'un phénomène naturel inconnu, comme les sursauts rapides de radio récemment découverts. D'autres rappelaient que la nature, aussi inventive soit-elle, n'a jamais produit de structure aussi ordonnée et persistante sur de telles échelles de temps et d'espace. Cette idée d'un message codé rappelle l'expérience menée en 1974, lorsque le radiotélescope d'Arecibo transmit un message vers le grand amas d'Hercule, espérant qu'une civilisation avancée puisse reconnaître dans la suite de nombres premiers une intention délibérée. Or, ici, c'est l'univers qui semble nous retourner la question. Mais au-delà de la taille, c'est la lumière qui fascinait. Non pas une réflexion passive de la lumière solaire, comme le font les planètes ou les astéroïdes, mais une émission interne, modulée, structurée. Les premiers spectrogrammes montraient des ondes lumineuses pulsantes à intervalles réguliers, selon des séquences rappelant le code Morse, mais avec des intervalles basés sur les nombres premiers, une signature universelle pour toute intelligence mathématique. Face à l'inconnu, la prudence s'impose. Mais l'histoire montre aussi que la peur de l'erreur a souvent freiné les plus grandes découvertes. Quand, en 1945, les premières traces de rayonnement cosmique furent détectées, la tentation fut grande de les rejeter comme des défaillances instrumentales. Aujourd'hui, nous savons que ces rayons cosmiques nous renseignent sur les explosions des étoiles à des milliards d'années-lumière. Rapidement, la NASA organisa des réunions à huis clos, convoquant experts en exobiologie, ingénieurs en intelligence artificielle et spécialistes de la cryptographie quantique.
L'objectif, déterminer si le signal d'Atlas pouvait être interprété comme une tentative de communication ou s'il s'agissait d'un piège, d'un phénomène naturel déguisé. L'apparition de troisième Atlas réveilla donc une tension ancienne, celle qui oppose la soif de comprendre à la peur de basculer dans l'inconnu. Les agences spatiales, conscientes de l'enjeu, établirent des protocoles d'observation croisés. Webb, Sphère X, TESS, chacun braquant ses capteurs sur le visiteur muet. Les données affluaient, confirmant une anomalie persistante. Les scénarios envisagés rappelaient ceux de la mission Galileo, lorsque, dans les années 90, on cherchait des biosignatures sur Europe, la lune de Jupiter, en analysant la chimie de son atmosphère. Ici, la chimie d'Atlas ne collait à aucun modèle connu. Dioxyde de carbone pur, sans trace d'eau, ni de monoxyde de carbone, ni d'hydrocarbures complexes. La communauté scientifique se divisa alors. Certains, comme le célèbre astronome Édouard Malherbe, proposaient d'attendre davantage de données avant toute annonce. D'autres, plus audacieux, suggéraient de tenter une réponse, en émettant à leur tour un signal basé sur la même séquence de nombres premiers pour tester la réciprocité. Pendant ce temps, les militaires prenaient la menace au sérieux. Le souvenir de l'incident de Tunguska en 1908, où un objet venu du ciel rasa des milliers d'hectares de forêt sibérienne, hantait les esprits. Et si Atlas n'était pas un observateur, mais un messager, ou pire, un agent de changement, porteur d'un compte à rebours dont nous ignorions la nature et la finalité? L'urgence monta d'un cran. Les données infrarouges du Webb montraient que le halo de dioxyde de carbone autour d'Atlas s'étendait sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, dessinant une symétrie parfaite, comme si l'objet était cerné d'un bouclier énergétique ou d'un système de transmission sophistiqué. C'est alors que les analystes détectèrent un motif plus inquiétant. Dissimulé dans la modulation lumineuse, un compte à rebours mathématique, indiquant précisément 283 jours avant un événement indéterminé. Cette précision fit immédiatement penser à d'autres phénomènes inexpliqués de l'histoire, la mystérieuse synchronisation des signaux du pulsar B ou la redoutée horloge de l'astéroïde Apophis, qui menace la Terre à intervalles réguliers. Des exemples historiques vinrent nourrir la réflexion. Lors de la mission Voyager, les sondes avaient trouvé des motifs géométriques dans les anneaux de Saturne, produits par la gravité des lunes. Mais jamais ces motifs n'avaient été porteurs d'informations codées. Ici, chaque fluctuation du halo semblait répondre à un algorithme, une logique que nos ordinateurs avaient du mal à décrypter. Les débats prirent une ampleur planétaire. Certains gouvernements plaidèrent pour la transparence, d'autres pour le secret total, craignant une panique comparable à celle provoquée par l'émission radiophonique de la guerre des mondes d'Orson Welles en 1938. Des groupes citoyens réclamèrent l'accès aux données brutes, arguant que le destin de l'humanité ne pouvait être décidé en petits comités. En parallèle, des comités éthiques furent consultés, rappelant que la première règle du contact cosmique est la prudence. L'histoire de l'humanité fourmille d'exemples où un contact mal préparé a conduit à la catastrophe, comme la rencontre entre les conquistadors et les civilisations indigènes d'Amérique. Ici, l'asymétrie de niveau technologique semblait abyssale. Répondre sans comprendre pouvait signifier dévoiler nos intentions, nos faiblesses, voire inciter à une intervention non souhaitée. Pour tenter de percer le mystère, les chercheurs établirent une grille de protocoles, inspirée des méthodes SETI. Première étape, recueillir le maximum de données spectrales sur toutes les longueurs d'onde. Deuxième étape, comparer les motifs détectés à toutes les signatures connues, naturelles et artificielles. Troisième étape, simuler des réponses sur ordinateur en testant différentes hypothèses de codage, binaire, ternaire, quaternaire. Quatrième étape, tenter une réponse prudente via les radiotélescopes en évitant toute information pouvant compromettre la sécurité planétaire. Alors que le compte à rebours avançait, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Des instruments disséminés sur plusieurs continents subirent des dysfonctionnements simultanés. Arrêts brutaux, surcharge électrique, perte de synchronisation GPS. Un effet de bord ou la preuve qu'Atlas interagissait activement avec nos technologies. Des équipes de physiciens théoriciens s'attelèrent à modéliser ces interactions. Ils découvrirent que la lumière autour d'Atlas se comportait comme dans un cristal photonique géant, capable de canaliser les photons et de créer des illusions d'optique à l'échelle cosmique. Un exploit technologique que même nos laboratoires les plus avancés n'ont jamais réussi à reproduire à grande échelle. Les perturbations ne se limitaient pas aux observatoires.
Plusieurs satellites météo rapportèrent des anomalies dans la propagation des ondes radio, semblant détourner ou courber les signaux à proximité de l'objet. Ce phénomène rappela aux experts les expériences de communication laser menées avec les sondes martiennes, où la moindre particule de poussière pouvait brouiller la transmission. Ici, c'était comme si la matière même du halo d'Atlas absorbait et réémettait l'information à volonté. Un parallèle s'imposa. Et si Atlas fonctionnait comme un miroir quantique, capable de refléter ou d'amplifier toute tentative d'observation? Dans les années 2000, des expériences sur les métamatériaux avaient permis de courber les ondes électromagnétiques, créant des capuchons d'invisibilité pour de minuscules objets. Ici, ce principe semblait appliqué à l'échelle d'un astéroïde géant. La question de l'intention d'Atlas devint centrale. S'agissait-il d'une sonde d'observation, d'un vaisseau automatisé, à la manière des probes imaginées par l'astrophysicien John von Neumann, capable d'explorer la galaxie en se répliquant et en s'adaptant aux environnements rencontrés, ou bien, plus troublant encore, d'une entité consciente capable d'interpréter et de manipuler la réalité à la frontière du physique et du mental. Des philosophes furent invités à la table des discussions. L'idée d'une intelligence non biologique, dissoute dans la matière ou les champs gravitationnels, rappelait les spéculations de Carl Sagan sur les formes de vie basées sur le silicium, ou même sur les nuages interstellaires. Une hypothèse extrême fut avancée. Atlas ne serait pas une machine, mais une pensée, une conscience diffuse, utilisant la matière comme support temporaire, à l'image des logiciels s'exécutant sur différents ordinateurs. Ce scénario, digne de la science-fiction la plus hardie, fut néanmoins pris au sérieux, car il expliquait la capacité d'Atlas à manipuler lumière, gravité et matière à l'échelle planétaire. La tension monta d'un cran supplémentaire lorsque des motifs ADN furent détectés dans les signaux lumineux d'Atlas. La structure des motifs rappelait celle de la double hélice, universelle chez les êtres vivants de la Terre. Cette ressemblance était-elle fortuite ou délibérée? Tentait-on de nous signaler un lien, un langage universel fondé sur la biologie? Pour répondre à cette question, des généticiens participèrent à l'analyse, comparant les séquences détectées à celles des organismes terrestres, des virus aux eucaryotes complexes. Aucun recoupement parfait ne fut trouvé, mais la complexité des motifs suggérait une intention de communication fondée sur des principes universels de l'information. Face à cette énigme, plusieurs scénarios pratiques furent envisagés. Envoyer une sonde robotisée, équipée de senseurs quantiques et de modules d'apprentissage automatique pour tenter une observation rapprochée sans risquer la vie humaine. Établir un protocole international de réponse inspiré des traités sur l'espace extra-atmosphérique afin de coordonner les actions et d'éviter toute escalade militaire ou diplomatique. Lancer une campagne mondiale de crowdsourcing invitant les chercheurs et amateurs du monde entier à analyser les données et à proposer des modèles de décodage. En parallèle, des scénarios historiques furent revisités. Lorsque, en 1961, le radiotélescope de Green Bank intercepta les premiers pulsars, on crut d'abord à une intelligence extraterrestre tant la régularité des signaux défiait l'imagination. Aujourd'hui, nous savons que les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Mais l'histoire rappelle que l'inconnu suscite toujours la même fascination mêlée d'effroi. Dans ce contexte, la question du « pourquoi maintenant » devint cruciale. Pourquoi Atlas choisit-il de se manifester à un moment où notre technologie, à peine mûre, nous permet de le détecter, mais pas encore de le comprendre pleinement? Est-ce un test, une invitation ou simplement une coïncidence? Les débats sur la nature d'Atlas deviennent de plus en plus philosophiques. Et si, au lieu d'être un objet, Atlas était un miroir, reflétant nos propres limites, nos espoirs, nos peurs? Cette hypothèse fut renforcée par la découverte de motifs fractales dans les signaux, comme si chaque tentative de décryptage révélait un niveau de complexité supérieur, une mise en abîme infinie. Certains rappellent que, dans l'histoire, les grandes découvertes sont souvent survenues quand l'humanité était prête à les recevoir. La découverte des ondes électromagnétiques, la radioactivité, l'ADN sont arrivés au moment où les outils et les esprits étaient mûrs. Peut-être Atlas attendait-il patiemment que nos yeux s'ouvrent à sa réalité. Des exercices de simulation furent lancés, inspirés des protocoles de crise nucléaire. Que faire si le compte à rebours atteint 0? Quelle procédure pour évacuer les satellites sensibles,
protéger les réseaux électriques, informer la population sans céder à la panique. La gestion de l'incertitude devint alors un enjeu politique. Faut-il rendre toutes les données publiques au risque de provoquer la panique, ou bien filtrer l'information, au risque de créer un fossé de confiance entre les citoyens et les institutions? L'exemple de la crise des missiles de Cuba en 1962, où la maîtrise de l'information conditionna la survie de millions de personnes, fut abondamment cité dans les débats. Face à l'accumulation des anomalies, une alliance inédite vit le jour entre agences spatiales, universités, laboratoires privés et même certains groupes amateurs passionnés d'astronomie. Une plateforme ouverte fut créée, permettant à chacun de proposer des modèles de décodage, d'analyser les données, de simuler des réponses. Dans les laboratoires, des équipes travaillèrent nuit et jour. Certains tentèrent de reproduire les émissions lumineuses d'Atlas en laboratoire, utilisant des lasers ultra-courts et des cristaux non linéaires. D'autres testèrent des modèles de réseaux neuronaux profonds pour détecter des motifs cachés dans le bruit de fond. Chaque découverte soulevait de nouvelles questions. Chaque réponse ouvrait sur un abîme plus vertigineux. En parallèle, la sphère artistique s'empara du phénomène. Des compositeurs transformèrent les signaux d'Atlas en musique, révélant des harmonies étranges, à mi-chemin entre le chant des baleines et le code Morse. Des plasticiens créèrent des installations lumineuses simulant les halos de dioxyde de carbone à l'échelle humaine. Comme souvent, l'art précéda la science dans l'intuition de la beauté et de la terreur mêlée. La société, prise entre fascination et crainte, oscilla entre deux pôles, voir Atlas comme une menace existentielle ou comme une chance unique de progresser. Les débats publics rappelaient ceux qui avaient entouré la découverte du boson de Higgs, ou les premières images du fond diffus cosmologique, où l'inconnu était à la fois promesse et menace. À mesure que la date fatidique approchait, un sentiment d'urgence collective s'installait. La pression monta dans tous les centres de décision. Il fallait percer le sens de ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Les médias, d'abord discrets, commencèrent à relayer les rumeurs, amplifiant la tension. Chacun guettait le moindre indice, la moindre fuite, le moindre frémissement dans le silence des agences spatiales. Et si, en fin de compte, Atlas n'était qu'un miroir, un test, une énigme posée à l'humanité pour mesurer sa maturité, sa capacité à affronter l'inconnu sans céder à la peur ni à la superstition. Comme dans les épreuves mythologiques, il ne s'agissait pas tant de vaincre l'adversaire que de se révéler à soi-même. Face à ce défi, l'humanité doit choisir, rester passive ou embrasser l'inconnu. Accepter l'inexplicable sans chercher à comprendre, c'est laisser d'autres décider du récit de notre place dans l'univers. Mais refuser le confort du silence, c'est risquer l'erreur, l'échec, la remise en cause de tout ce que nous pensions savoir. La prochaine fois que la version officielle semblera rassurante dans son silence, posez-vous la question. Notre confort face à la routine cosmique vaut-il qu'on renonce à la vérité? Car parfois, la vérité n'est pas une réponse, mais une invitation à explorer, à questionner, à dépasser la peur. Pourtant, l'histoire enseigne que ce sont les moments d'incertitude qui forgent les grandes avancées. Quand Galilée pointa sa lunette vers Jupiter, il ne savait pas qu'il allait bouleverser la cosmologie. Quand Pasteur découvrit les micro-organismes, il ignorait que le monde allait changer à jamais. Peut-être, aujourd'hui, sommes-nous à l'aube d'une transformation encore plus radicale. La frontière entre l'observateur et l'observé s'estompa. Ce que nous pensions pouvoir étudier devint une énigme qui dévoilait nos propres faiblesses, nos certitudes, nos espoirs. Atlas, par son silence et son étrangeté, nous mettait au défi de dépasser nos limites, d'oser poser les questions qui comptent, même si aucune réponse définitive ne venait apaiser notre soif de savoir. La question n'est plus « qu'est-ce que 3i Atlas ?», mais « qu'allons-nous faire de ce mystère ?» Et si, cette fois, la réponse dépendait de chacun de nous? Et si, au lieu de céder à la peur ou à l'indifférence, nous décidions de regarder l'inconnu en face, d'embrasser l'étrangeté, d'ouvrir nos esprits et nos cœurs à la possibilité que, dans l'univers, d'autres consciences veillent, patientes, attendant que nous soyons prêts? Peut-être que la réponse n'est pas dans les chiffres, ni dans les spectres, mais dans notre capacité à imaginer, à rêver, à dépasser la frontière du connu. Atlas, qu'il soit messager, miroir ou simple passager, aura au moins eu ce mérite, nous rappeler que, face à l'infini,
l'humilité et la curiosité restent nos meilleurs guides.